Titre numéro 1, un film qui pose des questions fondamentales. Bonjour à tous. La sortie en décembre 2016 du film intitulé Premier Contact a suscité de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et a soulevé l'importante question de savoir comment se déroulerait la rencontre entre notre civilisation et une civilisation étrangère venue de l'espace ou du futur, comme le suggère le film. Nous allons voir cependant que Premier Contact aborde d'autres questions importantes, comme celle du langage, dans ses rapports avec la conscience. C'est pour contribuer à enrichir le débat autour de ce film remarquable que j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer comment je l'interprète. Je le dis tout de suite, je pense que Premier Contact est un grand film. Il est arrangé, selon moi, dans la même catégorie que des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1968, et Contact de Robert Zemeckis, sorti en 1997 et adapté d'un roman de Carl Sagan. Je rappelle brièvement les grandes lignes du scénario de Premier Contact. 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres apparaissent subitement dans l'atmosphère terrestre au-dessus de plusieurs sites dans différents pays. À noter la symbolique du nombre 12 qui est très importante. Les vaisseaux apparaissent dans notre atmosphère comme s'ils s'étaient soudain matérialisés. Les vaisseaux sont noirs et ils ont la forme d'une coque avec une face bombée et une face en creux. Ces engins n'ont aucun impact sur l'environnement, ils n'émettent aucune radiation ni aucune substance qui est détectable. Alors, s'ils communiquent entre eux, c'est de manière totalement imperceptible pour notre technologie. Le mot OVNI est même évoqué par les militaires américains. Les vaisseaux ont une longueur d'environ 500 mètres. Ils stationnent verticalement à seulement quelques mètres au-dessus du sol, comme si ils attendaient quelque chose. Les buts des extraterrestres, qui sont des heptapodes, c'est-à-dire des êtres qui possèdent 7 pieds ou 7 tentacules, et le choix des sites où ils sont positionnés échappe à toute logique humaine. Mais il semblerait cependant qu'ils veuillent communiquer avec nous et nous transmettre quelque chose de très important. Alors, pour tenter de percer le secret de leur langage, une experte en linguistique comparée, Louise Banks, est recrutée par l'armée américaine. Au fur et à mesure que la linguiste pénètre la signification et les secrets de la langue extraterrestre, elle prend conscience que sa perception du temps se modifie. Le passé, le présent, le futur ne sont plus perçus de la même façon. Notons que la trame de l'histoire repose sur le nombre 12 et le chiffre 7, qui, je n'en doute pas, n'ont pas été choisis par hasard. Le nombre 12 peut faire allusion aux 12 tribus d'Israël, aux 12 signes du zodiaque, ou aux 12 apôtres de la Bible. Quant au chiffre 7, il peut faire allusion au chandelier à 7 branches, aux 7 sceaux de l'Apocalypse, ou aux 7 chakras. Ce sont là bien évidemment que quelques exemples des significations symboliques qui sont rattachées aux 12
et au 7. Alors ces réflexions numérologiques indiquent que le film a une dimension spirituelle, et je dirais même ésotérique, qui se dessine en arrière-plan du scénario. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Titre numéro 2, une adaptation cinématographique d'une nouvelle de Ted Chiang. Ce qu'il faut savoir, pour bien comprendre les implications de Premier Contact, c'est que cette œuvre est une adaptation cinématographique d'une nouvelle de l'écrivain américain Ted Chiang, intitulée L'histoire de ta vie, Story of Your Life, qui a été publiée en 1998. Cette nouvelle a été traduite en français et est disponible en livre de poche aujourd'hui. Alors Ted Chiang, qui est né en 1967 dans l'État de New York, a un diplôme universitaire en informatique, et il poursuit parallèlement à ses activités professionnelles une carrière d'écrivain. C'est un auteur peu prolifique qui n'a publié entre 1990 et 2015 qu'une quinzaine de nouvelles. Il n'a publié aucun roman jusqu'à présent. Les thèmes de prédilection qui sont abordés par Ted Chiang dans ses nouvelles sont liés au problème de la perception du monde et de la communication entre des niveaux d'intelligence différents. Mais nous allons voir que Ted Chiang a sûrement d'autres centres d'intérêt plus secrets qui transparaissent dans son œuvre. Alors malgré cette faible production, l'écrivain a néanmoins remporté de nombreux prix littéraires qui ont récompensé la qualité et la profondeur de son travail. Il a reçu, en effet, à 3 reprises, le prix Hugo, qui est décerné chaque année au meilleur récit de science-fiction. Il a aussi reçu à 4 reprises le prix Nebula, et à 3 reprises le prix Locus. Alors, en adaptant au cinéma la nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie, le réalisateur canadien Denis Villeneuve et le scénariste Eric Esser n'ont pas trahi le propos de l'auteur. Au contraire, selon moi, le film illustre de façon magistrale la thèse centrale de l'œuvre de Ted Chiang, selon laquelle le langage façonne la façon dont l'intelligence et la conscience perçoivent le monde. Mais j'insiste, ce n'est pas le seul sujet abordé par le film. Titre numéro 3, temps linéaire et temps circulaire. En analysant l'écriture des heptapodes extraterrestres, la linguiste Louise Banks et le physicien théoricien Ian Donnelly, qui deviendra plus tard son mari, comprennent qu'elle possède un lien très étroit avec le temps. Tous les écrivains, toutes les écritures terrestres, sont linéaires, c'est-à-dire qu'elles suivent un enchaînement qui s'inscrit dans un temps linéaire, qui va du passé, en passant par le présent, pour aller vers le futur. Toutes les écritures utilisées de nos jours prennent d'ailleurs la forme de lignes regroupant des mots. Les écritures terrestres sont comme des lignes droites qui suivent de façon inexorable la flèche du temps. Et cette flèche, elle va toujours dans le même sens. Louise et Yann découvrent
que le langage des extraterrestres est au contraire circulaire et qu'il exprime des idées complexes dans un cadre spatio-temporel non linéaire. Dans sa forme, l'écriture extraterrestre est d'ailleurs circulaire. La structure langagière des extraterrestres leur permet de s'exprimer en même temps pour toutes les époques. Dans ce langage, le passé, le présent et le futur peuvent cohabiter. La perception du temps n'est plus linéaire, mais circulaire. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est l'idée que la compréhension et l'utilisation d'un langage spécifique influent directement sur la conscience de celui qui l'utilise. En effet, plus Louise Banks comprend le langage des extraterrestres, et plus elle est capable de penser comme eux, et cela modifie en profondeur sa relation au temps. Ce que le spectateur prenait au début du film pour des flashbacks, c'est-à-dire des retours en arrière dans le passé, s'avère être en réalité ce qu'on appelle des flash-forward, c'est-à-dire des visions du futur. Les flash-forwards sont souvent très courts, ils sont généralement réduits à une seule séquence qui elle-même est réduite à un seul plan. Donc, au début, l'héroïne voit des scènes de son futur et non pas de son passé. C'est là que nous comprenons que le film est vraiment très subtil au niveau de sa construction, car dès les premières images, il intègre la perception circulaire du temps. Ce qui, je l'avoue, est un peu déroutant pour le spectateur. Titre numéro 4, l'hypothèse Sapir-Whorf et le pouvoir du devin. Selon certains commentateurs, la question des rapports entre le langage et la perception du temps montrée dans le film serait une extension extrême de l'hypothèse Sapir-Whorf, qui dit que la langue que nous apprenons façonne notre cerveau et donc la représentation que nous avons du monde. Cette hypothèse n'a rien de scientifique. Elle a été développée par l'anthropologue américain Edward Sapir, puis défendue de façon plutôt radicale par son élève Benjamin Lee Whorf, lui-même linguiste et anthropologue américain. L'hypothèse de ces deux chercheurs énonce que le langage n'est pas seulement un moyen d'exprimer oralement des idées, mais c'est aussi ce qui permet la formation même de ces idées. Selon eux, on ne peut pas penser en dehors des limites de sa propre langue. Les résultats de ce processus est qu'il existe de nombreuses visions du monde qui sont élaborées par ceux qui parlent des langues différentes. On pourrait presque dire autant de langues, autant de visions du monde. Dans le film, cette théorie est poussée à l'extrême puisqu'elle permet à Louise Banks de modifier de façon réelle, et non pas seulement du point de vue de la représentation qu'elle en a, sa relation au temps et du même coup sa relation avec les humains. Après plusieurs mois d'études de la langue extraterrestre, Louise ne se contente pas de rêver, de penser et de raisonner comme les heptapodes, mais elle va plus loin encore.
en acquérant littéralement le pouvoir de voir dans le futur. Tout se passe comme si la maîtrise de la langue des heptapodes avait été le déclencheur de ces pouvoirs de devin. Mais alors, par quel processus et à quel moment se fait le passage entre la vision ordinaire, linéaire, terrestre du temps et le pouvoir de vivre pleinement dans un temps circulaire? J'avoue que cette question, je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Elle suscite cependant des ouvertures passionnantes concernant le pouvoir qui serait contenu dans le langage, et plus spécifiquement encore dans les langues qu'on appelle langues magiques ou langues sacrées. Titre numéro 5, le pouvoir du verbe. Le prologue de l'évangile de Jean est formé de 18 versets dans lesquels il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans le Verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Voilà, ces 4 premiers versets de l'évangile de Jean sont fondamentaux parce qu'ils disent clairement que la réalité première, qui est à l'origine de l'univers et de toute chose en ce monde, c'est le Verbe, c'est-à-dire la parole ou le logos. Alors le logos chrétien, c'est la parole vivante et créatrice de Yahvé, de Dieu. En linguistique, le logos, c'est la parole et le langage conçus comme la capacité spécifique de l'espèce humaine à communiquer au moyen de signes vocaux. Alors on comprend tout de suite que le verbe, la parole et le logos, ou plus simplement le langage, possèdent en eux-mêmes un pouvoir créateur qui est bien réel. Et c'est ce que cherche à montrer le film. Les heptapodes extraterrestres possèdent un langage extraordinaire qui leur donne le pouvoir d'échapper au temps linéaire terrestre, qui est comme la marque de notre condition relative et limitée, pour accéder à un temps circulaire qui est l'équivalent d'une forme d'éternité et d'absolu. Notons aussi que le cercle est le symbole de l'unité, de la perfection, de l'harmonie, de la paix et de la concorde. D'un point de vue ésotérique, cela signifie que les heptapodes maîtrisent ce que dans la tradition on appelle la langue primordiale, la langue des origines, d'où seraient issues toutes les langues, toutes les autres langues utilisées par la suite sur notre planète. Nous pouvons donc dire, d'une certaine façon, que les heptapodes sont comme les gardiens de la tradition primordiale et qu'ils transmettent aux hommes cette tradition et l'écriture qui permet de la comprendre, pour que l'humanité puisse retrouver son unité originelle. Cela suppose que nous avons perdu l'usage de cette langue primordiale
Et ce fait est à rapprocher de la quête de la parole perdue qui est évoquée dans la franc-maçonnerie. Donc grâce au pouvoir de l'écriture extraterrestre, un conflit mondial est évité de justesse et les nations qui auparavant étaient divisées s'engagent dans un processus d'unification au niveau planétaire. Nous comprenons alors que le film, au-delà de la problématique de la rencontre entre deux civilisations, cherche bien à transmettre un message d'une portée spirituelle. Titre numéro 6, armes ou outils. Un des ressorts dramatiques du film tourne autour de la mauvaise traduction qui est faite d'un concept utilisé par les heptapodes. Comme les vaisseaux extraterrestres se sont positionnés dans des régions très différentes les unes des autres, les traducteurs de leur écriture ne sont donc pas toujours d'accord entre eux sur le sens à donner à leur texte circulaire. Encore une fois, nous voyons à quel point les mots sont puissants, puisque le fait de traduire un concept extraterrestre par le mot « arme » génère une crise mondiale qui est sur le point de dégénérer sur un conflit armé généralisé. Comme ce sont des militaires qui gèrent les relations entre les terriens et les extraterrestres, ils interprètent les concepts de ces derniers dans un sens guerrier. Pour eux, les extraterrestres sont forcément une menace. Leur façon de comprendre les intentions des heptapodes est primaire et totalement conditionnée par leur mental de soldats, si je puis dire. Les militaires pensent immédiatement que les heptapodes veulent donner une arme puissante à une seule nation pour détruire toutes les autres nations. C'est vraiment de la paranoïa. Alors cette confusion entre les mots armes et outils, introduite dans le scénario, est importante car en fait elle est le prétexte pour montrer quelques travers du comportement humain. Soulignons encore la subtilité du scénario qui montre que le langage et l'écriture peuvent être soit une arme de destruction massive, soit au contraire un outil capable d'unir les peuples pour les faire évoluer vers une civilisation supérieure. Titre numéro 7, Anna. Une des clés ésotériques du film est le prénom de la fille du couple formé par Louise Banks et le physicien Ian Donnelly. Malheureusement, la petite fille, qui se prénomme Anna, dans le film, décédera d'un cancer à l'adolescence. Mais réfléchissons au mot Anna, qui n'est pas là par hasard. Le mot Anna est ce qu'on appelle un palindrome, c'est-à-dire une figure de style qui désigne un texte ou un mot dont l'ordre des lettres reste le même qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche. D'une certaine façon, quand un palindrome est un mot, comme c'est le cas pour Anna, on peut dire qu'il est refermé sur lui-même et qu'il forme une sorte de boucle. Le prénom Anna renvoie donc clairement à l'écriture et au langage des heptapodes, qui est une écriture circulaire. Une des formes que peut prendre un palindrome est celle d'un carré magique de lettres. Un carré magique de lettres peut être lu
horizontalement et verticalement, et il présente dans ces deux sens les mêmes mots. Une forme plus aboutie, mais aussi plus rare, est le carré magique de lettres palindromiques qui peut être lu dans tous les sens. Alors le plus célèbre carré magique de lettres palindromiques est le fameux carré qu'on appelle le carré Sator, S-A-T-O-R, Rotas, R-O-T-A-S. Ce carré magique Sator-Rotas est formé des mots Sator, Arepo, Tenay, Opéra et Rotas. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais une des traductions possibles de ce carré magique est la suivante. Le sauveur secret ou le sauveur caché ou le sauveur discret tient l'œuvre dans la rotation des temps. Étrange tout de même. Notons que Sator et Rotas renvoient directement à l'intrigue du film, dans lequel des extraterrestres sauvent l'humanité, Sator, et se sauvent eux-mêmes dans 3000 ans, en apportant une écriture circulaire qui est en rotation sur elle-même, Rotas. Autre curieuse coïncidence, dans Anna, les deux lettres N occupent le centre du mot, et dans le carré Sator-Rotas, le centre est occupé par une lettre N, ce qui n'est pas un hasard. Alors, à ce niveau de concordance des éléments, je ne crois pas qu'il s'agisse de simples coïncidences. Je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur l'énigme du carré magique Sator-Rotas, qui, dit-on, fut repris par les kabbalistes et même par les Templiers. Titre numéro 8. Pourquoi sont-ils venus ? La question fondamentale qui est constamment posée en arrière-plan du déroulement de l'histoire est celle de connaître les raisons pour lesquelles les heptapodes sont venus sur Terre. En dialoguant avec les heptapodes américains survivants, puisqu'il y a eu un accident, il y a un des heptapodes qui est mourant, Louise Banks découvre que cette civilisation extraterrestre, qui paraît avoir une immense avance technologique par rapport à nous, est venue sur Terre parce qu'elle a besoin de nous dans le futur. Plus exactement, l'heptapode survivant dit qu'ils auront besoin des connaissances de l'humanité dans 3000 ans. Personnellement, j'ai trouvé dans cet aveu un incroyable renversement de situation qui est certainement là pour nous enseigner quelque chose. En effet, les puissants extraterrestres, qui semblent posséder une maîtrise parfaite de l'espace et du temps, endossent soudain le rôle de victime à qui nous devons porter secours. Quel étrange et envoûtant paradoxe qui ne cesse pas de me surprendre. Alors, mais comment l'humanité peut-elle aider dans 3000 ans une civilisation qui est bien plus avancée qu'elle en matière de science et de technologie? Encore une fois, c'est le langage et l'écriture qui est la clé de l'énigme. C'est en enseignant à l'humanité leur langage non linéaire, qui est alors considéré comme un outil et non pas comme une arme, que les heptapodes pourront être sauvés par nous dans le futur. Donc, la raison d'être de la présence des 12 vaisseaux
extraterrestres dans l'atmosphère terrestre, c'est d'enseigner l'écriture et la langue des heptapodes aux terriens. C'est l'objectif de leur mission sur la Terre. Ce qui est remarquable, c'est que nous retrouvons dans cette situation un schéma circulaire. En effet, les heptapodes viennent nous sauver, et nous voyons bien que les peuples de la Terre sont si profondément divisés qu'ils risquent à tout moment de s'entretuer. Donc ils viennent nous sauver pour que nous puissions à leur tour les sauver. Ils nous sauvent pour que nous puissions les sauver. La boucle est bouclée. En enseignant un langage universel, unificateur, qui permet la réconciliation des peuples de la Terre, les heptapodes nous donnent le moyen de faire un bond évolutif considérable. Du même coup, nous savons que l'humanité sera encore là dans 3000 ans. Alors la question qui se pose est celle de savoir quels sont les liens privilégiés qui unissent l'humanité et les heptapodes. Visiblement, il doit s'agir d'un lien très fort, mais malheureusement, le film ne donne pas la réponse à cette question. Ce que nous pouvons imaginer, en revanche, c'est que l'humanité, ayant atteint le même niveau technologique que les heptapodes dans 3000 ans, elle soit elle aussi capable de voyager dans le temps comme eux. Alors, les rôles seraient inversés. On peut en effet imaginer que ce seraient 12 vaisseaux terriens qui partiraient en direction de la planète des heptapodes, en supposant qu'ils habitent une planète, pour leur enseigner la langue et l'écriture universelle dans le but de les sauver. En supposant aussi que les heptapodes aient perdu entre-temps l'usage de cette langue universelle sacrée, la langue primordiale que j'évoquais tout à l'heure. Pour conclure, je citerai la célèbre formule du père Teilhard de Chardin: tout ce qui monte converge. C'est-à-dire que toute conscience qui évolue vers le haut converge en direction de toutes les autres consciences qui suivent le même mouvement ascendant. Il s'ensuit que l'évolution des civilisations converge vers l'esprit et l'unité. Telle est, me semble-t-il, l'idée maîtresse de Premier Contact. Merci de votre attention et à bientôt.